Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. 3 parties dans notre émission, le JT des territoires. Dans un instant, je vais vous présenter à 8h après la météo, c'est l'invité politique de Territoire d'Info, la deuxième partie. Yann Brossat, l'adjoint à la mairie de Paris, qui est chef de file du Parti communiste français aux élections européennes. Et puis la troisième partie, c'est Territoire Sénat avec l'actualité parlementaire et politique au Sénat. Dans un instant, c'est le JT des territoires. À tout de suite. Jeudi, lors de son déplacement en Martinique, Emmanuel Macron a décliné ses annonces pour le plan chlordécone, sans répondre clairement à la question de la compensation financière des exploitations contaminées. Il a précisé quelques points et annoncé que l'exposition à ce pesticide très toxique allait être reconnue comme une maladie professionnelle. Il a également insisté sur les efforts à fournir pour tendre vers le zéro chlordécone dans l'alimentation. On l'écoute. Je souhaite que collectivement, nous inscrivions nos efforts pour aller vers le zéro chlordécone dans l'alimentation. C'est la seule chose qui a du sens. Je ne sais pas vous dire, en responsabilité, si le seuil doit être de 25, de 30, de 40. Nous devons tendre vers le zéro. Et la pollution plastique des mers et océans a de lourdes conséquences environnementales, vous le savez, économiques et sanitaires pour l'homme. L'ensemble des ports et des plages du littoral sont impactés et la biodiversité l'est également. C'est pourquoi dans le Gard, les pêcheurs se mobilisent et participent eux aussi au tri et au recyclage des déchets plastiques dans le cadre d'un projet qui s'appelle Recyclons, lancé par l'Institut marin du Séquarium à Grau-du-Roi. Laurie Chamerla de Via Occitanie nous en dit plus sur ce projet. Fin de journée sur le port de pêche du Grau-du-Roi. La quinzaine de chalutiers partis en mer retrouvent la terre ferme. Après le tri du poisson, vient le tri des déchets. On ramène tous les jours une grosse conque, environ 20-30 kilos tous les jours de déchets, pour redorer l'image des pêcheurs, qui était assez mauvaise au niveau de la pollution, tout ça. Et puis aussi pour l'environnement, pour contribuer un maximum, à mener notre pierre à l'édifice au projet. Ce projet, c'est Recyclons, lancé par l'Institut marin. Les déchets récoltés sont transformés en petits pots 100% recyclés. Objectif, créer une filière de valorisation des plastiques marins, de la mer jusqu'à l'usine. Des acteurs qui au quotidien dans la mer, dans leur filet, récupèrent du plastique et du coup sortent du plastique de la mer et pourraient très bien effectivement à quai nous les redonner et nous après on les fait envoyer dans ce process. Ça permettait de tester le process d'innovation, de recyclage de ces déchets tous ensemble, ce qui est très innovant puisqu'on ne sait pas recycler tous les plastiques ensemble. Souvent on les récupère mais on ne sait pas quoi en faire, ils repartent dans des filières d'incinération, valorisation énergétique ou d'enfouissement, ce qui est un petit peu déplorable. Et c'est là toute l'innovation du projet, recycler ensemble tous les plastiques. En 5 mois, 550 kilos ont déjà été récoltés au large du Grau-du-Roi. Ça part aussi d'un constat qui est que les mers et océans aujourd'hui se plastifient. Donc, par exemple, à l'échelle de la Méditerranée, on retrouve 700 tonnes de déchets par jour qui sont déversés dans la Méditerranée. Le plastique, on le récupère quand il est encore en état de gros morceaux avant qu'il se fragmente en microparticules. Et là, c'est vraiment là qu'il a un impact énorme pour tout l'écosystème marin. Des associations de collecte de plage et une écobarge participent également. Au total, 1,5 tonne devrait être récoltée par an, soit 30 000 petits pots créés et revendus sur le littoral pour sensibiliser la population à la pollution marine. Bonne nouvelle, le premier zoo au monde à se chauffer à l'énergie verte est français. En effet, le zoo de Thoiry, dans les Yvelines, se chauffe désormais au biogaz. Pour alimenter son unité de production de biométhane, des déchets verts locaux sont associés à des milliers de tonnes de fumier provenant essentiellement des éléphants du zoo, qui peuvent en produire jusqu'à 150 kg par jour. Cette énergie permet notamment de chauffer les abris des animaux durant l'hiver. Plus d'explications avec Sébastien Côté de notre partenaire Via Grand Paris. Du fumier, tout frais. Pour alimenter l'usine, des milliers de tonnes sont récupérées.
Elles proviennent surtout des éléphants. L'animal en produit 150 kg par jour. Mais seul, le fumier ne suffit pas. Il est mélangé à des déchets verts. Là, vous avez les déchets verts à broyer et les déchets verts qui sont donc broyés et qui constituent le tas stocké sur cette plateforme. Donc il y a une étape de broyage qui s'opère au préalable avant de rentrer dans l'usine de méthanisation. Le fameux gaz vert est alors obtenu par fermentation des déchets organiques pendant 21 jours. Température 55 degrés. Les déchets sont placés dans le digesteur où des bactéries dégradent la matière pour produire le biogaz. Ce biogaz, sur le site de Thoiry, est épuré pour être transformé en biométhane. Ce biométhane est injecté dans le poste GRDF et donc dans le réseau GRDF. Désormais, toutes les installations du parc animalier se chauffent au biogaz. Les maisons des animaux, le château. Cerise sur le gâteau, 9 communes environnantes profitent de cette source d'énergie. Autre vertu, l'opération permet de produire près de 10 000 tonnes par an de digesta, une sorte de compost qui sert d'engrais écologique pour les exploitations agricoles. Ça permet également aux exploitants agricoles de générer des revenus complémentaires, des recettes financières, mais aussi de produire des engrais, des fertilisants. Thoiry est le premier zoo au monde à se chauffer au biométhane. Alors vous vous rappelez du slogan des années 70, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Depuis près de 4 ans, le groupe Wanted Community Bordeaux, qui compte plus de 123 000 membres, connaît un succès grandissant sur Facebook. Et la reconnaissance de cette communauté d'entraide entre Bordelais est désormais reconnue à l'international. En effet, il y a quelques jours, ses fondateurs ont reçu à New York, de la part de Facebook, une bourse d'$1 million, soit 850 000 €. Une somme qui va leur permettre de poursuivre leur développement, marqué par l'ouverture récente d'un nouveau lieu de rencontre, le Wanted Café à Bordeaux. Rien à voir avec le western. Un reportage de Julien Bosque pour TV7 en Gironde. Adopter un chaton, chercher un emploi ou même retrouver son chien, des milliers de Bordelais ont déjà eu recours à ce réseau d'entraide. Une communauté virtuelle qui se retrouve aujourd'hui dans la vraie vie quartier Saint-Michel. Le Wanted Café est né avant l'attribution de la bourse par Facebook. Voilà tout de même un sacré coup de pouce dans l'évolution virtuelle, mais surtout réelle de la communauté. Sur nos groupes, on a déjà des membres de la communauté qui ont publié des messages pour venir en aide à des sans-abri, à des personnes sans domicile. Et on se trouve ici en fait avec quelque chose d'un peu similaire, avec des personnes qui ont besoin de faire connaître leur situation de détresse. Parfois ils n'ont pas de logement, parfois ils n'ont pas de job, et qui sont venus nous voir directement sur le lieu en disant voilà, est-ce que peut-être vous pouvez faire quelque chose, ou est-ce qu'il peut y avoir un relais. Donc voilà, ce lieu-là, il vient catalyser aussi un petit peu nous tout ce qu'on met dans ce projet-là. Plus qu'un simple café-restaurant, le Wanted Café est un véritable lieu communautaire. Les Wantidiens habitués au groupe Facebook, des associations et les clients réguliers s'y rassemblent pour travailler, discuter ou déjeuner. Moi j'ai connu le lieu parce que j'habite le quartier, un quartier auquel je suis très attaché. Et je connaissais la communauté Wanted via Facebook. Et donc je suis venu par curiosité, puis maintenant je viens de temps en temps parce qu'il y a une ambiance sympa, le lieu est très agréable, agréablement décoré. Et puis voilà, puis il y a une démarche qui dans sa globalité me plaît dans l'esprit du lieu. Avec l'argent de la bourse accordée par Facebook, Wanted Community souhaite ouvrir un lieu similaire à Paris et développer la plateforme dans d'autres villes. Les 3 Bordelais désirent ainsi répandre à travers la France les valeurs de solidarité, du virtuel vers le réel. On part dans le Grand Est. 4 à 6 tonnes de truffes sont récoltées chaque année et la région a le potentiel pour développer encore plus la production de cette pépite noire. L'association des trufficulteurs du Grand Est et de la région Grand Est ont d'ailleurs signé un contrat de filière truffes d'automne. 250 000 € seront investis sur 3 ans. L'objectif, c'est structurer et redynamiser cette filière particulière. Un reportage de Jean-François Ambroise pour Via Mirabel, notre partenaire. À la Maison des Truffes et de la Trufficulture à Boncourt-sur-Meuse, représentants des associations trufficoles, trufficulteurs et représentants de la région Grand Est se fédèrent pour redynamiser la filière de la truffe d'automne. 4 à 6 tonnes de truffes sont récoltées chaque année sur la région Grand Est. Pourtant, cette pépite noire est au centre d'une activité économique sous-estimée. À la fin du 19e siècle, 80 tonnes de truffes y étaient récoltées.
La filière truffe actuelle existe déjà depuis une petite trentaine d'années, mais elle fonctionne un petit peu de façon disparate avec les différentes associations qui faisaient ce qu'elles pouvaient. Il y a des outils fabuleux dans lesquels on est actuellement. Là, c'est la Maison des Truffes de Boncourt qui est un outil exceptionnel. Donc maintenant, il faut arrêter de perdre du temps, il faut foncer, il faut y aller, mais de façon sérieuse, organisée pour planter, pour produire. Ce contrat de filière a plusieurs objectifs. Augmenter les surfaces de plantation de 30 hectares par an, professionnaliser les trufficulteurs, renforcer les actions de recherche et développement et développer les actions de communication et de promotion. Pour cela, la région Grand Est va investir 250 000 € sur 3 ans. L'investissement au départ est lourd, donc on veut aider les nouveaux planteurs et on participe notamment à l'achat des plants. À hauteur de 40% du coût. Et puis on ne devient pas trufficulteur comme ça, il faut apprendre le métier. Et donc nous allons beaucoup soutenir la formation et l'étendre, en tout cas faire de la promotion pour qu'on sache qu'on peut produire de la truffe dans notre territoire. Les 10 départements de la région Grand Est sont déjà des producteurs de truffes. Et les perspectives de développement sont grandes. Une bonne moitié du territoire est propice à la trufficulture. Chaud ou froid, salé ou sucré, la truffe se déguste sous toutes ses formes. Voilà, vous avez vu ces desserts. Hein. Cette année, parmi les 169 candidats au titre de meilleur ouvrier de France, catégorie cuisine, un seul Isérois est en lice. Alexandre Zankiewicz se prépare pour les demi-finales de cette prestigieuse compétition qui aura lieu à Grenoble la semaine prochaine. Lucie Dailly de TV Grenoble l'a rencontré dans ses cuisines. Le compteur tourne et la pression monte. Alexandre oublie notre caméra et exécute son épreuve, le geste aussi millimétré que le délié d'un pianiste sur une fugue de Bach. Même si pour l'aspirant meilleur ouvrier de France, la mélodieuse cervelle de veau, c'est un peu vache. La cervelle, non, j'en ai jamais travaillé. Donc, en plus, j'aime pas trop manger les abats. Donc, Il est servi, le chef cuisinier. Cervelle de veau en croûte de parmesan et Saint-Honoré de chou-fleur avec farce souple aux rognons de veau et moelle de bœuf. Mais le titre le plus prestigieux de la profession ne s'acquiert pas selon le goût du chef, mais selon son savoir-faire. Alors, avant cette demi-finale, Alexandre Zankiewicz donne un grand coup de collier pour pouvoir arborer un jour la collerette tricolore. c'est une finalité, c'est un but, c'est une image, c'est un ensemble de choses et c'est retransmettre ce que nos pères nous ont transmis et c'est à nous après de pouvoir transmettre aux générations futures ce que nous avons appris après. Le chef associé du SDANC à Grenoble peut compter sur sa brigade solidaire et besogneuse. On s'est organisé pour l'aider à faire tourner son restaurant avec le même souci de l'excellence malgré ses répétitions intenses. Lui aussi demi-finaliste au meilleur ouvrier de France l'hiver dernier, mais catégorie maître d'hôtel, son associé Thibaut Ducousset ne cache pas sa fierté. On est très fiers. Alors moi j'ai envie de dire d'autant plus puisque c'est ensemble qu'on a décidé de partir dans cette aventure il y a 3 ans maintenant, il y a un petit peu plus de 3 ans et c'est plus que de la fierté, c'est un soutien permanent et quotidien depuis qu'on a les sujets. Et si la fierté du chef se trouve chaque jour dans le sourire d'un client, laissons-le pour l'heure se creuser les méninges avec sa cervelle. Voilà, poursuite de ce journal des territoires avec la revue des unes de la presse quotidienne régionale. Et on commence avec un mea culpa, Saveria, à la une de la version numérique de France Antilles. En marge de son déplacement dans les Antilles, Emmanuel Macron a évoqué le scandale du chlordécone. En Martinique, hier, le chef de l'État a dévoilé plusieurs mesures, notamment des investissements sur la recherche pour permettre la dépollution des sols et des aliments. Et justement, le chlordécone, c'est également la une de Ouest France, ce pesticide qui empoisonne. Il a été utilisé dans les bananeraies depuis 1993. Il a pollué pour des siècles le sol de la Guadeloupe, de la Martinique. L'exposition à ce pesticide très toxique va être reconnue comme une maladie professionnelle. C'est une des annonces du chef de l'État hier en Martinique. C'est un scandale environnemental, le fruit d'une époque révolue, d'un aveuglement collectif. L'État doit prendre sa part de responsabilité, a conclu le président. Et le blues des maires à la une de l'Est éclair, Saveria. On a beaucoup parlé hier avec le congrès des maires réunis à Marseille. Finances, lourdeur administrative, les maires ne cachent plus leur lassitude. Des maires qui démissionnent, qui raccrochent de plus en plus. Le Premier ministre était justement hier auprès d'eux dans un geste d'apaisement envers les élus locaux.
Et une formidable histoire inédite à la une du Télégramme de Brest. Les super infirmiers des pionniers, c'est une nouvelle profession qui a été créée par décret cet été, infirmiers en pratique avancée. Ça fait 1 mois que ces premiers infirmiers ont commencé à être formés, notamment à Rennes, c'est-à-dire dans votre journal, après 2 ans de formation. Ces super infirmiers pourront non seulement prescrire certains médicaments, mais aussi pratiquer des actes qui étaient jusque-là justement le monopole des médecins. Par exemple, ils pourront conduire un entretien avec le patient, procéder à un examen clinique ou encore renouveler des prescriptions médicales d'ici la fin du quinquennat. L'objectif du gouvernement, c'est de former 5000 nouveaux super infirmiers, un chiffre néanmoins qui paraît modeste quand on sait qu'il y a 600 000 infirmiers diplômés d'État en France. Et puis un des journaux du groupe Sud-Ouest, la Charente libre et le choc après des violences là-bas. Un bus a été attaqué à Angoulême par un groupe de jeunes armés. En réaction, les chauffeurs de bus ont débrayé hier. Aucun bus n'a donc circulé à Angoulême. Au même moment, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, elle était à Angoulême justement pour rencontrer des jeunes d'un centre éducatif fermé. Des lieux que la ministre de la Justice veut multiplier. Puis violence, toujours également à la une de la Dépêche du Midi. La population est sous le choc après que le chef de la police de Rodez ait été poignardé par un marginal. Ce père de 3 enfants a succombé à ses blessures. Son agresseur reprochait aux policiers de lui avoir retiré son chien. Et on part maintenant à Marseille avec un blocus, encore un. Une grosse partie de la ville est restée paralysée tard hier. Ce sont les forains qui ont bloqué la ville qui veut les répartir dans différents marchés pendant des travaux. Les forains refusent, ils parlent d'une mort économique. Et puis attention, d'ailleurs, si vous circulez dans Marseille aujourd'hui, les forains vont poursuivre leur action toute la journée. Puis on va rester dans le sud pour terminer avec Nice matin. Il va falloir s'habituer à rouler moins vite. Je ne vous parle pas des 80 km/h. C'est le préfet des Alpes-Maritimes qui a décidé d'abaisser la vitesse autorisée à 90 km/h. Cette fois-ci, c'est sur l'A8 entre Saint-Laurent-du-Var et Cannes-sur-Mer. L'objectif, c'est bien sûr de réduire les accidents, le bruit, mais aussi les embouteillages. Merci Saveria. On vous retrouve en 3e partie de cette émission pour l'actualité parlementaire et politique. À tout à l'heure. Merci. Tout de suite, c'est le Club de la Presse avec 2 invités habituels de cette émission. Luc Laventure, bonjour. Bonjour. Vous dirigez un site et une télévision Outre-mer consacré aux problématiques de l'Outre-mer. Outre-mer 360, merci d'être là. On va évidemment parler du déplacement d'Emmanuel Macron actuellement donc aux Antilles, avec vous dans un instant. Et j'accueille, bonjour, comment allez-vous ce matin? Bernard Stéphane, vous êtes rédacteur en chef adjoint de La Montagne. Très merci d'être avec nous. Avec vous, on va aborder la journée d'Édouard Philippe hier, notamment le Paris de Marseille, comme le titre aujourd'hui La Montagne, dans ses grandes pages de départ France et Monde. Alors, Édouard Philippe, au contact des élus, ça s'est passé comment? Ça s'est pas très bien passé. Alors c'était nécessaire parce que le lien est très distendu. Ça s'est pas très bien passé. Pour preuve, la phrase de Morin, le président des régions, du collectif des régions, Morin, il a été vachard. Son commentaire, le seul élément positif, dit-il, que je retiens, c'est le fait qu'il soit venu. Alors je citerai quand même une phrase de l'éditorial de La Montagne ce matin qui a été écrite par ma consoeur Florence Chédotal. Elle dit: le Premier ministre est un boxeur, il a été envoyé là pour sauver les meubles. Elle a raison. Alors moi j'ajouterais, parce que c'est quand même le problème du Premier ministre depuis Sarkozy, depuis l'instauration du quinquennat, qu'il n'était pas le premier de cordée là, mais il est le premier de corvée. C'est-à-dire, il faut faire le pompier. Alors il est allé là-bas au pied de la garrigue et je crois que l'incendie n'est pas éteint. D'ailleurs, cet éditorial de Florence Chédotal, il est titré Arrière-pensée. Oui, alors il est titré Arrière-pensée parce que on peut pas. On pense aux prochaines élections. Il y a 2 échéances, les européennes et les municipales. Actuellement, le problème de la République en marche, c'est d'abord de constituer une base sur le territoire. La République en marche n'a
pas d'enracinement. Comment malgré alors les arrière-pensées, c'est malgré son grand nombre d'élus. Mais les arrières d'élus à l'Assemblée nationale, mais pas dans les municipalités. Donc comment constituer une base demain? C'est peut-être en débauchant un certain nombre d'élus, notamment les fameuses divers droites, les fameuses apparentés et les LR compatibles. Voilà pourquoi on écrit arrière-pensée. Oui, mais alors de ce point de vue-là, la visite du Premier ministre hier pour inaugurer cette grande manifestation où les élus étaient tous là, elle est ratée aussi? Non, mais il n'a pas réussi à se concilier une partie de ses élus? Le Premier ministre est arrivé pour dire, en gros, il faut qu'on se parle. C'est très bien, il faut qu'on se parle, mais on va vers quoi? La recentralisation est en marche. L'exécutif a donné ces signes-là. Permettez-moi, les maires ruraux, on n'a pas parlé des maires ruraux, sont très en colère parce qu'il y a une grande opération en ce moment lancée par un certain nombre de préfets pour inciter à des regroupements communaux, sans, semble-t-il, de réelle concertation. Avec des menaces, des vrais. On a un exemple dans le département de la Creuse, en Limousin, où une trentaine de projets de regroupements communaux ont été listés par le préfet de la Creuse, qui a demandé à tous les maires concernés de donner une réponse dans les 3 mois. Évidemment, il y a un vent debout, notamment au sein de l'association des maires ruraux. Et qui menace ? Et les maires de la Creuse menacent de bloquer les résultats des européennes et de ne pas les transmettre le soir du scrutin. On vient avec vous, tout à l'heure, avec un autre sujet dans la montagne. Aujourd'hui, quand les parents dérapent à l'école. Il s'agit des violences à l'école, on y revient tout à l'heure. Luc Laventure, on passe du Premier ministre au Président de la République. Première journée de la visite officielle en Martinique du Président Emmanuel Macron, qui a reconnu que la pollution des sols antillais par le pesticide du chlordécone, on en a parlé dans le JT des Territoires il y a un instant, est un scandale environnemental, fruit, a-t-il dit, d'un aveuglement collectif. Oui, c'est-à-dire que la responsabilité est une responsabilité partagée, mais la vraie question qui se posait quand on a su que le président allait aux Antilles, c'est de savoir si son voyage serait à la hauteur de ses envolées à l'ONU quelques jours plus tôt, où il parlait de la France, à la fois sur le plan environnemental et sur le plan de sa position. Il parlait des Gaulois aussi, mais on y reviendra dans la deuxième partie de cette émission avec Bernard Stéphane et vous-même. Eh bien, on n'a pas été déçus parce qu'effectivement, pour la première fois, un président de la République française a brisé un tabou, employer 2 mots, responsabilité de l'État, et puis un autre mot, réparation, qui est un mot effectivement tabou, notamment au niveau de l'outre-mer, plus particulièrement aux Antilles. Alors, il a employé ces 2 mots, et il a employé également le terme de scandale environnemental, parce qu'il ne faut pas oublier que ce pesticide était interdit aux États-Unis dès 1977, mais utilisé aux Antilles jusqu'en 1993. Alors, expliquez qu'il a donné lieu, donc l'utilisation de ce pesticide a donné lieu à l'apparition d'un certain nombre de maladies. De maladies graves, très graves, mortelles, dont le cancer de la prostate à la Martinique. Qui a explosé à la Martinique. Absolument. À la Martinique, on a le taux le plus important au monde des cancers de la prostate. Et on sait que c'est directement lié à cela. Alors, c'est ça l'ambiguïté. On sait qu'il y a des études scientifiques qui ont été faites et on sait que les gens qui ont été les plus exposés, notamment les travailleurs agricoles, représentent effectivement, sont les victimes de ce pesticide. Alors qu'est-ce qui se passe? Le président de la République dit la chose suivante: on reconnaît comme maladie professionnelle les ouvriers agricoles qui ont été exposés à ce pesticide. Mais ça crée une irritation de la part de la population qui dit « et nous ?» Alors, plus que ça, puisque c'est la question de l'indemnisation de ce préjudice qui est en question. Et il dit, si je disais qu'on va indemniser tout le monde, c'est impossible, car même budgétairement, ce serait totalement irresponsable. Mais c'est là la clé du problème. Le vrai problème, c'est qu'effectivement, pour des questions de sous, pour des questions de gros sous, on va se retrancher derrière une chose qui est, ce n'est pas prouvé scientifiquement à 100%. Cela laisse un peu perplexe. Alors, Luc Laventure, on reviendra sur ces questions, notamment la visite du président de la République aux Antilles et ce qu'il a dit effectivement à l'ONU avec vous tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission. Je reviens à Bernard Stéphane, parce que vous aviez également un sujet qui impacte le Puy-de-Dôme. Quand les parents dérapent à l'école, c'est le titre, c'est la une. Il s'agit de violences qui sont faites par les parents
à l'encontre du corps enseignant. Tout à fait. Là-bas, Les parents d'élèves entrent dans l'école pour régler leurs comptes. Alors nous avons enquêté, nous avons été alertés par une montée en puissance de la judiciarisation des faits, de plus en plus de procès. Alors de quoi s'agit-il? De parents d'élèves qui rentrent dans l'école pour dire à des maîtres vous n'enseignez pas bien, ou mon enfant n'est pas bien traité ici, ou de parents d'élèves qui veulent régler des questions de harcèlement dont sont victimes leurs enfants. Ils veulent les régler eux-mêmes. Ils estiment que l'école ne les traite pas. Voilà, ils entrent eux-mêmes dans l'école. Alors on cite des cas tout à fait incroyables, comme cette institutrice, cette maîtresse d'école qui est attendue chaque soir par une mère qui l'insulte à la sortie de l'école, mais aussi un père qui entre et qui est très violent dans l'école. Vous dites qu'au fond, l'école est un sanctuaire très fragilisé. Alors l'école, on dit même que l'école n'est plus un sanctuaire. Voilà. Et alors il y a même un groupe de médiation qui a été créé, qui s'appelle le groupe académique parentalité, qui est là pour intervenir et pour tenter d'apaiser ces tensions et également de les régler et de renouer le dialogue et d'expliquer aux parents que l'école n'est pas un espace où on boxe. Merci beaucoup à Bernard Stéphan. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint de La Montagne, un grand groupe, un quotidien régional qui est étendu un peu partout. Un grand groupe de quotidien régional étendu vraiment, avec d'ailleurs une diffusion jusque très proche de Paris. Voilà. Là. Et La Montagne qui fête son centenaire en septembre 2019. On y reviendra, hein. On vous invitera bien sûr à cette occasion. Donc La Montagne aujourd'hui, à la une quand les parents dérapent à l'école, et bien sûr le compte-rendu de la journée d'Édouard Philippe Pierre et le Paris de Marseille dans La Montagne. Voilà, merci Bernard Stéphan, Luc Laventure, on se retrouve tout à l'heure. Vous avez regardé avec nous, Luc Laventure, la météo des territoires sur le canal 13 de la TNT, puisque c'est la seule météo avec aussi les territoires français d'outre-mer, Amérique, Océan Indien, Pacifique et Caraïbes. Voilà, à tout de suite avec l'invité politique Yann Brossa, dans un instant, chef de file du Parti communiste aux élections européennes. À tout de suite. Parfait. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.